Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Alors, l'invitation s'est faite... L'invitation s'est faite via un comité scientifique qui s'appelle le CSFD, c'est le comité scientifique français de la désertification, qui s'occupe essentiellement de la désertification en Afrique, mais pas que. Et je vais vous montrer que ça va concerner la France, puisque la France a rejoint au niveau justement de ce qui s'est passé à Riyad, a déclaré que la France était touchée, elle aussi, par la désertification. En guise de préambule, je vais juste vous donner, pour ceux qui étaient là l'an dernier, moi je n'y étais pas, mais la conclusion d'un de mes collègues du CNRS qui actait le fait que le changement climatique est sans équivoque, que la végétalisation des villes au cœur des politiques. Donc la végétalisation des villes est au cœur des politiques d'adaptation. Donc voilà, je fais une liaison avec ce qui s'est passé, ce qui a été mentionné l'an dernier. Et je reprends quelques éléments. Donc juste pour vous rappeler que ici vous avez les émissions de CO2. Donc ici vous avez en bleu ce qui concerne les accords de Paris, ce qu'il faudrait faire pour ne pas dépasser les 1,5 degrés d'augmentation de la température. Ça, c'est la courbe du... si on ne fait rien, le business as usual va nous amener autour de 3 degrés d'augmentation de la température. Et puis ici, vous avez ce que j'appelle le scénario Trump, c'est-à-dire que si on généralise les options qui ont été prises aux États-Unis, on risque de se retrouver dans une situation qui va se situer dans les pires scénarios. Donc tout ça, ça s'accompagne de l'augmentation de la température, évidemment, de la baisse de la calotte glaciaire en Arctique, de la baisse du pH. Donc tout ça, vous le savez. Mais donc ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que vos actions vont dépendre aussi de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Vous voyez bien qu'ici, les choses vont vraiment prendre des effets qui vont être significatifs d'ici une vingtaine d'années. Et donc, il faut se préparer à différents types de scénarios. Alors, la désertification, qu'est-ce que c'est? Et je trouve que c'est le CSFD auquel j'appartiens a édité un ouvrage Quae il n'y a pas très longtemps, et qui s'est de nouveau penché sur la définition du terme désertification, qui est pas trivial. C'est la dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides, subhumides, sèches, par la suite de différents facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Les deux sont extrêmement importantes. Donc évidemment, la désertification peut conduire à la pauvreté, des problèmes de santé, à un déclin de la biodiversité, avec des conséquences économiques et démographiques qui sont très importantes dans certains pays, en particulier en Afrique, avec des conséquences sur les migrations. Mais ce qui est important à noter, c'est que la notion de désertification ne recouvre pas les conditions qui prévalent à la mise en place de ce qu'on appelle les déserts. Les déserts, c'est des formations qui ont une certaine dynamique géologique. Il ne faut pas confondre désertification et désert. En fait, la désertification fait plutôt référence aux zones sèches. C'est-à-dire que progressivement, les zones s'assèchent sans devenir pour autant des déserts. On peut parler de désertification, mais même si on n'a pas des dunes de sable qui apparaissent. Donc ça, c'est important, et ça va expliquer pourquoi la France est rentrée dans ce processus. Donc ici, vous avez le changement climatique qui par l'augmentation des phénomènes extrêmes. Donc non seulement il y a une évolution globale de l'augmentation de la température due à l'augmentation du CO2, mais on a aussi l'apparition de beaucoup de phénomènes extrêmes, les inondations en particulier hivernales et des étés secs
qui peuvent conduire à la désertification de certaines zones, tout comme l'appauvrissement de la biodiversité avec la diminution des plantes, et donc qui conduit aussi à la désertification, avec des effets retour sur la réduction des réserves en carbone dans les sols, la perte de nutriments et d'humidité dans les sols. À l'échelle mondiale, ce qu'on voit très nettement, c'est que les zones arides concernent l'ensemble de la planète, et plus particulièrement l'hémisphère nord. Ici, donc, vous voyez l'Afrique, l'Asie. Donc ça, c'est un point. Au niveau européen, il y a des réflexions qui ont été conduites avec un rapport qui a été publié en 2018 sur la lutte contre la désertification dans l'Union européenne, car c'est un phénomène qui s'aggrave et qui nécessite de prendre des mesures. Donc ça, c'est une prise de conscience qui a lieu au niveau européen. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a certaines zones qui sont plus touchées que d'autres, et qui datent déjà, donc les travaux ont commencé dès les années 2015. Et ici, donc, pour visualiser ce qui se passe au niveau européen, vous avez ici la situation, si on prend l'indice de sensibilité à la désertification, donc ici vous avez la situation en 2008, donc il y a un pays particulièrement touché, c'est l'Espagne, mais aussi la Sicile, la Roumanie, la Bulgarie. Et ici, vous avez la situation en 2017, et vous voyez que la situation s'est largement dégradée, avec la quasi-totalité de l'Espagne qui est touchée, la Sicile de plus en plus, le sud de l'Italie, et de nouveau les pays comme la Bulgarie ou la Roumanie. Donc c'est ce qui a fait prendre conscience au niveau européen de la nécessité de travailler sur cette question de la désertification. Ici, si on prend à la fois le risque de désertification et l'indice d'aridité cumulé, vous avez le même scénario. Et là, vous voyez apparaître des zones dans le sud de la France là, ce qui est calculé, c'est le passé, donc entre 80 et 2010. Donc vous voyez la situation ici. Comme on a rajouté un indice, on a davantage de zones que sur la diapositive précédente. Donc ici, l'Italie, l'Espagne et les pays comme la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie. Et ici, la situation telle qu'elle est envisagée avec des projections au-delà de 2070. Et vous voyez que l'Espagne est quasiment totalement en zone aride, le sud de la France et la quasi-totalité de l'Italie. Donc, la situation risque de ne pas s'arranger de sitôt, surtout si les réductions d'émissions de CO2 ne sont pas maîtrisées. Les conséquences sur la dynamique de la productivité des sols en Europe, vous remarquez que les conséquences, on ne les voit pas tellement dans les zones que je vous ai évoquées jusqu'à maintenant, on les voit plutôt dans des zones en France qui sont les Pays de Loire, l'Est de la France, parce que ce sont des zones où la productivité est importante et où les conséquences sur la productivité sont très visibles. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas penser que la question de la désertification ne va se manifester que dans le sud de la France. On aura aussi des conséquences dans d'autres régions auxquelles on ne pense pas a priori. Un rapport plus récent sur le Programme national d'adaptation au changement climatique qui date de 2024. En gros, les conclusions ne sont pas très optimistes. Il faut se préparer à une France à plus 4 degrés. Donc là, par rapport au scénario que je vous ai montré, c'est quand même c'est pas très rassurant. Donc la stratégie française sur l'énergie et le climat vise une approche intégrée à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Donc il faut intégrer les deux. L'objectif est d'aborder ces deux impératifs de manière complémentaire. Si l'adaptation appelle un cadre national, sa mise en œuvre est profondément locale. Et ça, je pense que c'est un point qui va vous intéresser, c'est qu'effectivement, une chose est d'avoir des mesures au niveau national, l'autre est d'avoir des réponses qui sont locales, en particulier au niveau des villes.
Et plus récemment, donc le CSFD dont je suis membre a piloté une étude avec Dataterra, avec Marc Bouvier et Frédéric Montfort, qui sont venus donc là, il y a quelques semaines nous faire un compte-rendu de l'évaluation de l'état des terres affectées par la désertification en France métropolitaine. Donc c'est quelque chose de tout à fait récent et qui je vais vous montrer, a eu des conséquences importantes. Et donc dans ce rapport-là, qui commence à être publié, ils se sont intéressés à la prise en compte de l'indice d'aridité en France, donc entre 1993 et 2022. Donc là, c'est simplement un indice d'aridité et qui évalue, donc vous voyez de nouveau la zone du pourtour méditerranéen. En 2022, environ 1 million d'hectares de la France hexagonale est en climat semi-aride ou humide sec, c'est-à-dire jaune clair et jaune foncé ici, qui sont... Et donc là, si on ne prend en compte que l'indice d'aridité, ici, vous avez, si vous prenez un autre indice d'aridité en prenant un autre test, ici, le test de Manganiello, donc je ne vais pas vous donner les détails, vous voyez que les indices d'aridité touchent beaucoup plus grande partie de la France, donc environ 40% du territoire hexagonal, a vu son climat tendre vers un climat plus sec. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut absolument prendre en compte. Si on prend les indicateurs des objectifs du développement durable, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être utilisés. Et là, on passe à 2 millions d'hectares du territoire qui sont considérés comme dégradés sur les bases de ces indicateurs, dont 76 000 hectares qui sont affectés par la désertification. Donc ces 2 millions d'hectares, c'est environ 3% du territoire, vous les voyez ici, en rouge, un petit peu partout, ici. Donc ce sont des zones qui sont considérées comme dégradées du point de vue de la sécheresse. Ça a été évoqué tout à l'heure. Effectivement, vous avez différentes COP, mais il existe une COP sur la désertification. Donc la COP 16 sur la désertification qui a été pilotée par les Nations Unies, qui est la partie qui est chargée de lutter contre la désertification, donc l'UNCCD. Donc ça a eu lieu en fin d'année 2024. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que cette COP désertification a comme ambition de se mettre au niveau des autres COP, comme la COP climat ou la COP biodiversité. Donc c'est en train d'en prendre le chemin. Et à l'occasion de cette COP 16 à Riyad, la France s'est déclarée affectée par la dégradation des terres et la sécheresse, et donc a adhéré aux 170 pays qui se sont déclarés affectés par ce problème de désertification. Donc ça date de quelques semaines, quelques mois. Et c'est une prise... Ça ne paraît pas évident parce que quand on a rédigé notre petit livre qui a été édité par Quae, cette question, la plupart des membres du CSFD dont je fais partie s'intéressent essentiellement à des problèmes de désertification en Afrique, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et quand on parlait de la France, bon, il y a bien un collègue sarde, donc, parce que la Sardaigne est très touchée par les problèmes de désertification, mais moi-même j'étais à moitié convaincu par cette question-là. Donc, sur le fait que la France était vraiment atteinte ou pas par des problèmes de désertification. Et le rapport qui a été présent, dont je viens de vous parler, là, de Marc Bouvier et de Frédéric Montfort, donc, donne des éléments permettant de statuer sur le fait qu'effectivement la France a bien fait de rejoindre les pays qui se sont déclarés affectés par ces questions de désertification. À l'échelle régionale, donc là, mon collègue Joël Guyot, qui est chercheur au CNRS et qui m'a beaucoup aidé à préparer ce topo, et qui travaille au CEREJ à Aix-en-Provence, donc fait partie du GREC Sud,
Et donc, ils ont produit un certain nombre de documents concernant la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Occitane et aussi la Corse. Donc, ce sont des ouvrages qu'on peut récupérer sans problème et qui s'intéressent au changement climatique à l'échelle régionale. Les scénarios pour la région sud de la France concernant la température annuelle moyenne. Ici, vous voyez les courbes optimistes en vert, un peu moins optimistes en jaune et très pessimistes en rouge. Et ici, vous avez la réalité, le bleu. D'accord ? Ce que vous voyez ici, la conclusion, c'est que les simulations sont en deçà de la réalité. C'est-à-dire que la simulation optimiste, même le scénario pessimiste ici en rouge, est en dessous de la courbe en bleu. Ça veut dire que jusqu'en 2040, on n'aura pas de différence sur les scénarios et les actions actuelles ne changeront rien avant 2040. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça qui est important, c'est que il faut maintenir l'idée qu'il faut que les choses changent, et même si on sait très bien qu'on ne verra pas les résultats des efforts que nous allons faire à différents niveaux, y compris au niveau individuel, même si ces changements ne seront pas visibles avant 2040. Le cycle de l'eau, qui est extrêmement important, évidemment, parce qu'on a des baisses d'enneigement en hiver, des fontes précoces du manteau neigeux et surtout des diminutions de précipitations et des hausses de température en été. Et c'est le cumul de ces hausses de température et donc en été qui, même si on a des événements d'inondation en hiver, il n'en reste pas moins que la sécheresse estivale est de plus en plus sévère, diminution des débits en surface, etc. Et on a globalement une tension sur la ressource eau, avec des conflits d'usage. Je ne vais pas faire introduire un débat sur les méga-bassines, mais en tout cas, on a des conflits d'usage et surtout une dégradation de la qualité des milieux aquatiques. Concernant les risques d'incendie, évidemment, qui sont liés à la sécheresse en été, ici vous avez les conditions de risque météorologique, donc qui sont ici, tout ce qui est en rouge a un risque incendie extrêmement important. Et donc la projection en 2040, vous voyez que même si on connaît déjà des incendies dans les Landes, il va s'aggraver aussi dans les Landes et sur le pourtour méditerranéen, sans oublier la Corse. Sur cette dia, on évoque quand même un certain nombre d'actions à mener, en particulier la plantation et la migration assistée, le choix d'espèces adaptées au climat, la préservation des vieilles forêts, la mixité d'essences d'arbres permettant une résilience, le débroussaillement et la prévention. Donc ça, c'est des obligations au niveau des propriétaires et au niveau des municipalités. Donc ça, ce sont des actions qui sont... Je dois le dire, moi j'ai habité longtemps à Aix-en-Provence, je suis à La Ciotat, par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais jeune, quand j'étais à Toulon ou à Nice. Les incendies de forêt sont quand même moins fréquents, mieux maîtrisés. La doctrine des pompiers a changé donc, dans le sud de la France. Malgré tout, les risques d'incendie restent extrêmement importants dans les années qui viennent. Alors, je n'étais pas censé faire une partie sur les solutions, mais au moins ça peut rentrer dans le débat. Mais globalement, les solutions, c'est ce qu'on appelle des solutions préconisées, qui sont des solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui associent la biodiversité, l'adaptation, l'atténuation, dont j'ai déjà évoqué l'importance et leur complémentarité, en mettant en avant l'agroécologie, la nature en ville, la restauration des zones humides, la renaturation des cours d'eau. Donc tout ça, ce sont des solutions qui peuvent être mises en place à la fois au niveau régional et au niveau plus local. Et c'est la conjonction de ces solutions-là qui peut amener les meilleures réponses. Je ne vais pas m'étendre devant il y a beaucoup de spécialistes dans la salle, je pense, sur les villes, mais juste, j'ai récupéré cette
cette dia qui est intéressante, c'est que entre une zone dans une ville, donc là on est à Cucuron, donc dans le Var, et entre la zone qui est arborée et celle qui ne l'est pas, vous avez plus de 15 degrés Celsius d'écart entre les deux zones. Donc ça, on enfonce une porte ouverte, mais n'empêche que la réalité est là. Bon, ça ne joue pas sur quelques degrés, ça joue sur plus d'une dizaine de degrés. J'ai récupéré ça aussi, c'est Joël qui m'a fourni cette diapositive. Donc ici, un îlot scolaire en Haute-Garonne. Donc voilà l'état du groupe scolaire et voilà comment le groupe scolaire aimerait évoluer avec un certain nombre de végétalisation, à la fois des arbres, mais pas seulement des arbres, permettant d'envisager une vie un petit peu différente de celle que les élèves peuvent avoir sur ce genre de terrain de basket ou de foot complètement artificialisé. Globalement, ces actions-là visent à désartificialiser et à végétaliser, avec des conséquences positives sur le cycle de l'eau, sur la biodiversité, qui met en place un travail participatif, parce que ça sera peut-être évoqué dans la journée, et des solutions concrètes avec des végétaux adaptés à un climat qui va évoluer avec un faible taux d'entretien si possible. Alors ça, c'est mon dada. Vous avez déjà entendu parler d'arbres qui s'écroulaient. Alors, ça fait écho quand ça a lieu dans une cour d'école, en particulier dans une cour d'école, parce qu'il y a même eu dans quelques cas des enfants blessés. Et ça, ce phénomène-là, il est dû à un truc qui est tout bête, c'est que les racines n'ont pas pu pénétrer dans le sol parce que le sol n'était pas accessible. Et donc l'enracinement s'est fait de façon, ce qu'on appelle, on formait un chignon en surface, et le manque d'enracinement en profondeur a fait que l'arbre, qui était un magnifique marronnier, s'est écroulé en plein milieu de la cour de l'école. Donc c'est bien de végétaliser, y compris avec des arbres, mais le message, c'est qu'il faut être sûr que l'enracinement se fait correctement. Et pour que l'enracinement se fasse correctement, il faut qu'on ait une profondeur de sol. Alors là, ça déborde, c'est un petit peu en dehors de ce qui vous intéresse, mais en tout cas, c'est très lié. Donc l'agriculture qui va privilégier la conservation des sols, donc il en va de même pour la végétalisation des villes. Donc globalement, les messages, c'est que la biodiversité améliore la qualité des sols et des eaux souterraines. La complexité du paysage participe au service de régulation. Donc tout ça, ça peut être complètement transféré à des problématiques sur les villes. La concentration de carbone organique augmente dans les couches supérieures du sol. Donc ça, c'est un point qui, d'un point de vue de mes recherches actuelles, c'est au cœur de ce que je fais, c'est-à-dire c'est comment on augmente le carbone organique dans les sols pour augmenter la fertilité et donc la rétention d'eau, parce que la stabilité des agrégats permet cette rétention d'eau et la meilleure résistance à l'érosion. Et donc, faciliter l'enracinement, c'est le point que j'ai évoqué sur la diapositive précédente, parce que sans enracinement correct, sans sol correct, on a une végétalisation qui peut être problématique. Voilà, en guise de quelques éléments de conclusion, par rapport à la question que je posais au début de ma présentation, oui, le changement climatique va accélérer le phénomène de désertification, avec une augmentation des surfaces arides à cause des sécheresses estivales, y compris en France, et pas seulement sur le pourtour méditerranéen. Dans un contexte urbain, il faut à la fois mettre en œuvre des solutions visant à l'atténuation des effets du changement climatique, mieux isoler les bâtiments, évolution des transports, et surtout l'adaptation avec l'évolution de structures urbaines, en gérant mieux les bassins versants des villes et plus largement le pourtour des villes, en désimperméabilisant et désartificialisant les sols, en végétalisant à la fois les parcs, les jardins, mais aussi les toits. Donc ça, c'est des choses qui, dans certaines villes, ont été mises en place, et donc en créant des îlots de chaleur. Et mon dernier point, c'est concernant les sols, donc ce que vous appelez la trame brune, donc la continuité écologique des sols.
ça c'est un petit axe. Il ne faut pas confondre sol et terreau, c'est-à-dire que le sol est toujours 100 fois meilleur que le terreau pour différentes raisons, en particulier la rétention d'eau. Et plus la qualité physique, chimique et biologique des sols est importante, plus la rétention d'eau sera importante et meilleure sera la santé et la croissance des plantes. Plus le sol héberge une végétation photosynthétiquement active, pas seulement les arbres, donc plus le stockage de carbone dans les sols sera important. Donc voilà une façon pour moi de boucler entre finalement une conférence à laquelle je ne m'attendais pas du tout, avec un public que je connais très peu, sauf que dans ma famille j'ai des horticulteurs en Anjou, donc mes oncles, mes cousins sont des horticulteurs ou des agriculteurs, mais finalement je reboucle avec mon activité de recherche qui consiste à rechercher pour les plantes cultivées quelles sont les plantes les plus intéressantes pour stocker du carbone dans les sols. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Merci Thierry Heulin. J'ai une question qui est arrivée sur le chat que je vous relais. C'était sur une des premières cartes que vous avez montrées sur l'évolution de la productivité des sols avec ces questions d'aridité, de changement climatique. On avait l'impression que la baisse de productivité était plus forte dans le nord-ouest ou dans le nord-est que sur le pourtour méditerranéen. Qu'est-ce qui explique cette différence ? Ça, c'est pas forcément facile à expliquer, mais comme il est question de productivité, c'est celle-là, je pense. Non. Je ne sais pas si c'est celle-là dont il est question. Je ne sais pas qui a posé la question. C'est cette carte-là ? Oui, ça doit être celle qui était passée où il y avait des parties rouges dans le nord-est et dans le nord-ouest, c'est-à-dire sur toute la partie Pays de Loire. Alors, ouais, c'était celle-ci. Ah, celle-là, ouais. En fait, c'est parce que c'est pour ça que j'insistais sur ce point. C'est pas un mystère, mais la productivité dans le sud, dans le pourtour méditerranéen, c'est pas quelque chose. C'est pas des zones agricoles par définition, à part la vigne. On produit pas grand-chose, du blé dur. Donc en fait, c'est dans les zones où on a une productivité qui est importante et qui risque, qui a été affectée par les sécheresses estivales. Donc je pense que l'explication c'est ça, ce sont les sécheresses estivales qui expliquent les baisses de productivité dans ces deux régions-là. Y a-t-il d'autres questions pour Thierry, puisque nous avons encore un petit peu de temps, sinon on va passer aux conférences suivantes. Je ne vois pas de main qui se lève. Vous nous avez brossé le risque, vous avez commencé à donner un certain nombre de pistes de solutions, vous avez parlé de migration. Il y a une nouvelle question qui est arrivée via le chat. Que pensez-vous de l'incorporation du biochar dans les sols ? Est-ce que cela pourrait améliorer la qualité des sols urbains ? Le biochar. Peut-être préciser ce que c'est que le biochar. Charbon, oui, c'est de la matière organique qui est brûlée, donc on a une matière organique qui est très stable. La littérature, je vais un peu regarder la littérature, parce qu'évidemment, ça concerne le stockage de carbone dans les sols. Les effets sont controversés, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir dans des situations des améliorations grâce au biochar, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais je vois un intérêt, pas forcément en termes de carbone. Il se trouve que c'est une matrice qui a une certaine porosité et que, en tant que microbiologiste, parce que je suis aussi microbiologiste, je pense que ça peut permettre d'avoir un habitat pour les micro-organismes du sol qui peut être optimisé en termes de micro-aérophilie, hydratation. Donc, même si en termes de carbone, ce n'est pas forcément un avantage facile à évaluer, je pense qu'en termes de physique du sol, le biochar peut avoir un intérêt. Mais la littérature est assez controversée sur ce plan. Voilà. Merci. Y a-t-il une dernière question ? On peut encore
en prendre une. Monsieur, profitez-en. Oui, merci. Je travaille dans la Méditerranée. Je travaille dans la Méditerranéenne, dans les terres qui sont très pauvres. Et pour moi, je passe mon temps à appauvrir le sol pour faire vivre mes plantes. Et je me demande si on veut amener nos plantes vers le nord, est-ce qu'il faut appauvrir les terres au lieu de les enrichir, qui est un contretemps par rapport à ce que vous avez dit, par rapport il faut enrichir pour garder la matière pour que ça pousse mieux et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique d'amener un flot méditerranéen vers une terre enrichie? Une flore méditerranéenne. Oui. C'est ça, hein? Oui. Je pense que de façon générale, même les flores méditerranéennes qui sont habituées à des sols pauvres en carbone, oui. De toute façon, un sol riche en carbone, de toute façon, ça sera toujours un plus pour n'importe quelle plante, même si elle est adaptée à des sols très pauvres. Donc, de toute façon, je connais assez peu de cas où les sols enrichis en carbone ne se traduisent pas par un avantage évident pour la croissance des plantes. D'accord, merci. Merci. Y a-t-il une autre question? Sinon, on va passer... Merci. Merci encore Thierry.